Des maths et bienvenue dans cet épisode qui nous sert d'introduction à la Première Guerre mondiale. Mais vous pouvez également le regarder tel quel, sans regarder celle sur la Première Guerre mondiale qui suivra. Je vais vous présenter ici la Bretagne de 1870 à 1914, ainsi que la vision qu'a la France du vieux pays de nos pères. Plutôt péjoratif, il faut le dire. Générique. À la sortie de la guerre franco-prussienne en 1871, la France est en plein changement. En effet, l'empire de Napoléon III a laissé la place à la Troisième République qui, défaite, se voit imposer par la Prusse le traité de Francfort du 10 mai 1871. Traité ô combien important pour la suite puisque c'est là que la France doit céder grosso modo les territoires que sont l'Alsace et la Lorraine, en plus de verser un tribut de 5 milliards de francs or. De là se développera un esprit revanchard et un sentiment nationaliste très fort, sentiment que l'on retrouvera à toutes les sauces de la politique française et des changements institutionnels, notamment à travers l'école obligatoire de Jules Ferry, qui permet une rapide propagation de la langue française dans un but d'unité nationale couplé à un anticléricalisme politique. Pour les responsables politiques français, la défaite de 70 est due au manque de formation des hommes qui y ont participé, et ils décident donc de former les enfants, et ce en leur apprenant dès leur premier pas à l'école, les marches militaires ainsi que le maniement du fusil à travers des bouts de bois, dans le but d'être prêts pour la future revanche. Et pour que tout le monde puisse se comprendre lors du potentiel futur conflit, il faut que tout le monde parle français. Et ça, en Bretagne, on en est encore loin. La Bretagne est vue à l'époque par Paris comme étant un pays sauvage, pauvre et miséreux, avec une population ne communiquant pas dans la langue universelle et civilisatrice qu'est le français. Et effectivement, c'est un pays pauvre, en plein changement, et ce pour plusieurs raisons. Beaucoup de ces domaines industriels importants s'effondrent, n'arrivant pas à s'adapter pour rivaliser avec la concurrence et les nouveautés de l'industrialisation. On peut citer par exemple les forges et les mines qui fermeront quasiment toutes au début du XXe siècle, ou encore l'industrie de la toile, lin, chanvre, richesse bretonne qui, n'arrivant pas à se moderniser, voit sa production chuter drastiquement. Les activités de la mer sont en difficulté, l'arrivée du chemin de fer bouleversant les petits ports qui n'ont plus d'utilité, la pêche à la morue connaissant une grande difficulté due à une baisse de la demande, et seuls les grands ports que sont Nantes et Saint-Nazaire tirent véritablement leur épingle du jeu, hormis les ports militaires qui emploient aussi pas mal de personnes. Il faut savoir qu'en 1913, 50% des bateaux de la marine nationale sortent des arsenaux bretons. Et enfin, la majorité de la population est rurale, près de 75% vivent dans les campagnes, et une grande partie du travail de la terre. D'autant plus que, ayant moins de travail industriel, les gens retournent dans les fermes familiales. Et même s'il y a des progrès techniques, l'apparition de nouvelles cultures comme le chou fourragé ou la démocratisation de la pomme de terre qui permet plus de diversification dans l'élevage de porc double en un siècle et la Bretagne fournit 12% des chevaux élevés en France. Il y a tout simplement trop de monde dans les campagnes. En 100 ans, la Bretagne a gagné 1 million d'habitants pour atteindre 3,25 millions recensés en 1911. À titre de comparaison, on est à peu près à 4,5 millions aujourd'hui, en incluant la Loire-Atlantique. L'âge de la mort recule, les familles ont beaucoup d'enfants et il y a moins de mortalité infantile grâce aux nouveaux aliments produits et à leur diversité. Aussi, malgré la multiplication des surfaces agricoles et des petites fermes, qui changent le paysage breton en diminuant de moitié les landes entre 1862 et 1913, il y a une forte mendicité et une forte émigration. Je vous invite d'ailleurs à visionner ma vidéo sur Bécassine pour plus de détails. En 1911, il y a ainsi plus de 400 000 Bretons qui vivent hors de Bretagne. Cette surpopulation rurale entraîne un grand nombre de maladies, typhoïde, variole, dysenterie ou encore tuberculose, insuffisamment combattues par le manque de médecins et d'hygiène dans les campagnes, et il faut savoir que la consommation d'alcool triple en 80 ans, ce qui n'arrange pas la situation. À côté de ça, Nantes s'en sort très bien, et elle attire de plus en plus de ruraux qui viennent pour y chercher du travail. De 96 000 habitants en 1850, elle en est à 200 000 en 1913. Oui, donc il n'y a pas que du négatif, même si pour Rennes ça se passe un peu moins bien, puisqu'ils sont seulement 80 000 habitants en 1911. Il n'y a pas photo. La Troisième République, très proche de la première sur les questions linguistiques, a pour objectif d'uniformiser les populations culturellement, et ce en imposant le français à l'école. Et ils vont pas l'imposer par le dialogue, mais par des procédés un peu plus subtils, et ce que ce soit dans le pays brittophone ou dans le pays galaisan. Bien entendu.
L'idée est d'accrocher un symbole appelé vache, souvent une paire de sabots en bois, mais pas forcément partout, autour du cou d'un enfant qui parle breton et qui, pour s'en débarrasser, doit dénoncer un de ses camarades à qui on accrochera le symbole. Et celui qui l'a en fin de journée a le droit à une punition. Et les punitions, c'était plutôt coup de règle sur les doigts que l'heure de colle peinard au fond de la classe. Et puisque toute l'administration est en français, c'est la langue de la réussite sociale qu'il faut parler si on veut évoluer socialement, ce qui incite les parents, paysans et pauvres pour la plupart, à pousser les enfants à apprendre le français. Sauf que forcément, ceux-ci en grandissant considèrent le breton comme la langue des paysans, des non-intellectuels, des ploucs. Les autorités françaises, dans l'idée de séparation de l'Église et de l'État, vont même aller jusqu'à interdire, à travers une circulaire, aux prêtres de prêcher en breton en 1902. Et oui, à partir de septembre 1902, les curés doivent prêcher en français. Jusqu'à 1905, ce sera tout de même 127 prêtres qui auront été suspendus pour avoir prêché en breton, principalement dans les campagnes puisque le français est déjà assez répandu dans les villes. Et il ne faut pas oublier qu'en 1900, quasiment 80% de la population ne parle pas français. Oui, il y a tout juste un peu plus de 100 ans. Mais cette histoire se fait également dans un esprit anticlérical qui va mener à la loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État, loi contre laquelle les députés bretons ont majoritairement voté contre. Maintenant, je vous propose un petit florilège de citations très sympathiques vis-à-vis des Bretons et de leur langue. Allons-y gaiement. On commence par Émile Combes, l'instigateur de la circulaire dont je parlais juste avant. Les prêtres bretons veulent tenir leur ouaille dans l'ignorance en s'opposant à la diffusion de l'enseignement et en n'utilisant que la langue bretonne dans les instructions religieuses et le catéchisme. Les Bretons ne seront républicains que lorsqu'ils parleront le français. On continue avec cet échange épistolaire entre George Sand et Gustave Flaubert. Nous avons vu tous les costumes qu'on dit supprimer et que les vieux portent toujours. Eh bien c'est laid, ces hommes du passé avec leurs culottes de toile, leurs longs cheveux, leurs vestes à poches sous les bras, leur air abruti, moitié pochard, moitié dévot. Et cette réponse de Gustave Flaubert: je vous trouve un peu sévère pour la Bretagne, non pour les Bretons, lesquels m'ont paru des animaux rébarbatifs, des porcs peu aimables. La prochaine est un peu longue, mais très intéressante. Le petit Breton est abandonné à lui-même dès qu'il peut marcher. À peine vêtu, malpropre, il patauge toute la journée par les chemins, mange à l'écart un morceau de pain noir, joue peu, ne parle pas. S'il a 8 ans d'âge physiquement, il en a 3 à peine pour le développement intellectuel. Y a-t-il lieu dans ces conditions de tenir compte des quelques mots bretons qui lui ont suffi pour traîner jusque-là une vie rudimentaire? Je ne crois pas. Mieux vaut admettre qu'il ne sait rien et commencer avec lui par le commencement, comme on fait à l'école maternelle. Frédéric Poitrineau, inspecteur d'académie de Vannes, en mars 1888. Et je finis par cette phrase pleine de bon sens du journaliste Francisque Sarcey: les paysans bretons sont si ignorants qu'ils croient en l'influence de la lune sur les marées. Voilà, il y en a pas mal d'autres des comme ça, et si ça vous intéresse, je vous conseille le livre Ils ont des chapeaux ronds, je mettrai dans la description probablement, qui est un recueil donc, de toutes ces citations, et c'est vraiment très intéressant. Il n'y a pas que du négatif non plus, il y a également des phrases positives. Je vous laisserai aller voir. Mais cette période est également le réveil d'une conscience bretonne avec l'apparition de cercles d'intellectuels défendant l'identité, comme Anatole Lebras, Arthur de la Borderie, le père de l'historiographie bretonne, Charles Le Goffik ou encore le marquis de l'Estourbillon qui participera à fonder l'URB en 1898, l'Union régionaliste bretonne, premier mouvement moderne de défense de la Bretagne. Même si tout cela restait très intellectuel et culturel, on était assez loin des poseurs de bombes. Mouvement qui va bientôt connaître un changement radical comme la Bretagne et les Bretons, alors à l'aube d'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité, mais ça, vous le retrouverez dans une vidéo spéciale Première Guerre mondiale. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, c'est important pour la mémoire bretonne, la mémoire de nos ancêtres, et même si vous n'êtes pas breton, c'est quand même important pour la mémoire de l'histoire. N'hésitez pas à commenter, pouce bleu, à discuter, les réseaux sociaux, bref. Et je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur les Bretons dans la Grande Guerre, qui va arriver mi-novembre. Sur ce, je vous dis Trugaré à Kenavo.